Yo les Archos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour notre rendez-vous mensuel pour résumer un petit peu les gros titres, enfin en tout cas un gros titre de ce qui s'est passé du mois précédent. Donc, pour petit rappel, en janvier, on a parlé des États-Unis, principalement du coup tout ce qui s'est passé avec Trump, ses menaces envers le Groenland. On a parlé de la ICE aussi, beaucoup également. Voilà, on a parlé de tous les problèmes qu'avaient les États-Unis à cette période-là et la plupart qui existent toujours. En février, on a fait une vidéo sur le CGNG, donc un cartel mexicain qui, en gros, il s'est passé beaucoup de choses au Jalisco, État du Mexique, euh, autour de ce cartel-là. Donc, notamment suite à l'assassinat du dirigeant de ce cartel, c'est parti un peu en vrille. En mars, on a fait une vidéo en deux parties pour décrire un peu la guerre au Moyen-Orient, ce que c'est, enfin, pourquoi c'était passé, qu'est-ce qui s'était passé, voilà, donc surtout du coup l'Iran, pourquoi cette guerre, au final, pourquoi cette guerre. Et en avril, on a fait un peu la continuité de cette vidéo, mais avec un point particulier sur le Liban. Donc c'était une vidéo spéciale Liban, qu'est-ce qui se passe au Liban, pourquoi c'est les grosses victimes de cette guerre au Moyen-Orient. En mai, on a fait évidemment notre résumé de l'Eurovision, organisé en Autriche, gagné par la Bulgarie, pardon, même si c'était à ça d'être gagné par Israël, encore une fois. Et ce mois-ci, enfin pour le résumé du mois de juin, je vais aussi en résumer en deux parties parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et franchement j'aurais pas le temps de tout dire en une seule vidéo, donc je préfère faire deux parties. Et c'est sur un sujet qui est beaucoup moins connu que la guerre en Iran, enfin que la guerre au Moyen-Orient, donc ça peut paraître surprenant qu'il y ait deux parties, mais en fait c'est un sujet avec beaucoup de couches. Il n'y a pas il y a pas qu'un seul événement dans cet événement, on va dire. Alors déjà, du coup, vous avez vu le titre. La première chose que vous avez remarqué dans le titre, c'est qu'on va se diriger en Albanie. Et c'est vrai que l'Albanie, c'est un pays dont on parle pas souvent, et c'est un pays où on peut croire qu'il se passe un peu rien. Et ce mois de juin nous a prouvé le contraire, même le mois de mai, ça avait commencé en mai cette histoire, le 23 mai pour plus précisément. Et si vous avez continué de lire le titre, vous verrez que du coup, on parle d'une révolution. La révolution des flamants roses. Alors du coup, je vous explique plus tard pourquoi les flamants roses, qu'est-ce que les flamants roses vont avoir là-dedans. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le background, tout le contexte de cette révolution, pourquoi cette révolution prend lieu, et tout ce qui s'est passé pendant la révolution. Dans la deuxième partie, du coup, la semaine prochaine, je vous parlerai des conséquences que cette révolution a eu pour l'instant, et évidemment, là, on est en juillet, la révolution continue toujours, pardon, mais du coup, à partir du 1er juillet, on fait un stop. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des événements de juillet. Sur la fin de la vidéo, vous verrez que je parlerai de quelques trucs qui, au moment des événements étaient censés se passer en juillet, mais du coup, je vais pas vous dire en gros ce qui s'est passé en juillet, parce que c'est le résumé du mois de juin, et je fais cette vidéo comme si c'était en gros le 1er juillet et que voilà, on fait un récap de ce qui s'est passé avec mes horaires, mes disponibilités. Évidemment, je peux pas faire ces vidéos tous les 1er juillet, donc ce serait un peu compliqué, voilà, mais du coup, on part du principe que je tourne cette vidéo le 1er juillet parce que sinon après du coup forcément ce serait une vidéo à tenir à jour, ou non. J'arrête cette vidéo le 30 juin, enfin j'arrête les événements qui se passent dans cette vidéo le 30 juin. Voilà, comme j'avais fait avec la guerre au Moyen-Orient ou les événements au Liban par exemple. Du coup, on va commencer par un petit résumé, ensuite je vais raconter tout le contexte et tous les événements qui sont passés du coup du 23 mai jusqu'au 30 juin en détail. Voilà, c'est une vidéo de 42 pages, rien que la première partie. La deuxième, je l'ai pas encore écrite, donc je vous propose d'y aller directement parce que ça va être une vidéo de 45 minutes, je pense, clairement, de trois quarts d'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, on repart le 23 mai où des manifestations du coup anti-gouvernementales ont débuté dans le village albanais de Zvernets, près de la lagune de Narta. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup du coup de noms et de mots albanais dans cette vidéo, donc m'en veuillez pas si jamais il y a des Albanais qui passent par là, si je massacre la prononciation de ces mots-là, j'en suis sincèrement désolé. Ces protestations, du coup, surnommées par le public, je vous l'ai dit, la révolution des flamants roses. En albanais, ça donne Revoluzioni i Flamingove. J'aime beaucoup. Ont été déclenchées par la gestion gouvernementale des travaux préparatoires et des projets de complexes touristiques de luxe liés au site de l'île de Savane,
Sazan, pardon, l'île de Sazan, donc au bord, enfin au large, pardon, de la ville de Zvernetz, soutenu par l'investisseur américain Jared Kushner. Je vous expliquerai un petit peu plus tard qui c'est Jared Kushner, pourquoi il est très important, non seulement ici dans le contexte de l'Albanie, mais aussi pour les États-Unis. C'est une personne incroyablement importante. Enfin, c'est vraiment une personne. Je dirais pas que les États-Unis pourraient pas s'en passer, mais clairement, je pense qu'aux États-Unis, tout le monde connaît son nom. Donc, les manifestants et les habitants locaux s'opposaient non seulement au projet d'aménagement, mais aussi à ce qu'ils qualifiaient de processus corrompu et opaque, donc impliquant la législation sur les zones protégées, des litiges fonciers, des permis non publiés ou contestés, le recours à la sécurité privée et une consultation publique limitée. Après des violences exercées contre des manifestants lors d'un rassemblement près du site du projet le 30 mai, le mouvement s'est étendu à Tirana, capitale de l'Albanie, le lendemain, puis à d'autres villes d'Albanie et même au Kosovo et au sein des communautés de la diaspora albanaise à l'étranger, tout autour du monde, même aux États-Unis. Le projet de construction et le soutien que lui a apporté le gouvernement ont cristallisé des années de mécontentement et de grief au sein de la population. Si le mouvement a initialement vu le jour pour s'opposer à la création du complexe touristique et que pour cette raison-là, l'ampleur des manifestations s'est accrue, se transformant en une contestation plus large visant le gouvernement du Premier ministre Edi Rama, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo, la corruption, la captation de l'État et des médias, la mauvaise gouvernance ainsi que le recul démocratique. Ça fait beaucoup de choses reprochées, non seulement du coup au gouvernement d'Edi Rama, mais juste à l'Albanie, enfin à l'État de l'Albanie en général. Donc les manifestants ont réclamé la démission de M. Rama, l'ouverture d'enquêtes anticorruption par la structure spéciale contre la corruption et le crime organisé, donc la SPAC, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo également, l'interdiction de construire dans les zones protégées, l'abrogation et la révision du cadre juridique relatif aux investisseurs stratégiques, ainsi que l'annulation ou la révision des contrats liés au complexe touristique, du coup. De nombreuses manifestations ont également visé le chef de l'opposition, Sali Berisha, et le Parti démocrate d'Albanie à travers des slogans dépeignant messieurs Rama et Berisha comme faisant partie d'une même classe politique établie. En gros, ils sont accusés d'en fait d'avoir les mêmes idées politiques et d'être alliés, clairement, alors que c'est du coup deux camps qui sont opposés. Les principales manifestations se sont concentrées à Tirana, notamment autour de la place Skanderbeg, qui a aussi une grande importance dans cette vidéo, du bureau du Premier ministre, du boulevard Döşmöretekambit, dont on va aussi beaucoup parler, du Parlement et d'autres espaces publics emblématiques. Des rassemblements quotidiens ont attiré des dizaines de milliers de participants, tandis que des mobilisations d'envergure nationale, impliquant également la diaspora, ont eu lieu les 10, 13 et 20 juin. La manifestation du 20 juin a constitué le plus grand rassemblement du mouvement à ce jour. Les médias albanais ont estimé le nombre de participants à plus de 250 000, décrivant une foule occupant une grande partie du boulevard Döşmöretekambit, de la place Skanderbeg et de la place Skanderbeg à la place Mère Teresa. Ce mouvement a été qualifié de décentralisé avec un rôle prépondérant joué par les jeunes de la génération Z et les milléniaux aussi, aux côtés de groupes de la société civile, de militants écologistes, de riverains, de personnalités publiques et de membres de la diaspora. Je vous l'ai déjà dit. Le flamant rose, qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est du coup un oiseau sauvage qui peuple l'écosystème de zones humides de Viosa-Narta, dont on va aussi beaucoup parler. Donc il est devenu le symbole principal des manifestations, donnant ainsi son nom à la révolution des flamants roses, vous l'avez compris. Les manifestants ont utilisé des silhouettes de flamants roses, des modèles gonflables, des drapeaux nationaux ainsi qu'une imagerie contestataire détournée pour incarner à la fois la défense de l'environnement et une résistance civique plus large. Les grands médias nationaux tels que Top Channel, Vision Plus et Clan TV sont largement perçus comme ayant systématiquement minimisé l'ampleur des manifestations et adopté une ligne favorable au gouvernement. De son côté, Rama a défendu le projet en le présentant comme un investissement étranger majeur, a rejeté les accusations d'agissements illégaux et a dépeint certaines composantes du mouvement comme étant sous l'influence de la désinformation, d'intérêts étrangers ou d'une guerre hybride plus vaste. Sa réaction, tout comme le soutien initial apporté au projet par Berisha, a alimenté les critiques plus larges formulées par les manifestants à l'encontre de la classe politique albanaise. Maintenant qu'on a fait un petit peu le résumé du coup des gros titres de cette révolution, je vous propose de basculer un petit peu dans le contexte, de repartir en arrière, de repartir en 2021, en juillet 2021, pour savoir comment on est arrivé là, qu'est-ce que c'est ce complexe touristique, c'est qui Jared Kushner, c'est un Américain, mais qu'est-ce qu'il va foutre là dans cette histoire, pourquoi Edi Rama et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Sali Berisha le soutiennent, enfin soutiennent ce projet qui, vous l'avez compris du coup, non seulement est dangereux pour l'écosystème, mais aussi
est juste terrible pour les Albanais. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Et d'abord, la première personne dont on va parler, ce n'est pas Jared Kushner, mais c'est bien sa femme, Ivanka Trump. Voilà, c'est pour ça qui est important. C'est ni plus ni moins que le gendre de Donald Trump, président américain. Voilà. Donc Ivanka Trump et Jared Kushner, mariés, pardon, se sont rendus pour la première fois en Albanie dans le cadre d'un voyage privé en juillet 2021 du coup. Le couple a longé toute la côte à bord du yacht de Nathaniel Rothschild, un ami commun. Lors d'une baignade, ils ont découvert l'île inhabitée de Sazan, une ancienne base militaire à la biodiversité préservée, et se sont étonnés qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun aménagement. Le Premier ministre Edi Rama les a rencontrés sur le yacht durant ce séjour et a discuté d'opportunités d'investissement avec Jared Kushner un an plus tard. Fast forward plus longtemps après, donc en mars 2024, Kushner a annoncé son intention d'investir dans l'île de Sazan et dans la zone côtière adjacente sur le continent, près du village, du coup vous l'avez compris, de Zvernets. Des organisations de défense de l'environnement telles que BirdLife ont établi un lien entre le projet de développement touristique de Kushner et un amendement à la loi albanaise sur les zones protégées adopté peu de temps auparavant. Cet amendement exemptait les structures d'excellence, donc classées 5 étoiles ou plus, et les activités hôtelières connexes des restrictions de construction applicables aux zones protégées sur le plan environnemental, comme celle où le projet était envisagé du coup. Le gouvernement albanais a accordé au projet de Sazan le statut d'investissement stratégique le 30 décembre 2025, précisant qu'il s'étendrait sur 565 hectares, c'est donc énorme, dont environ 45 seraient aménagés, ce qui n'est pas beaucoup. En 2025, le Premier ministre Rama a déclaré que l'Albanie ne pouvait pas se permettre de ne pas exploiter un cadeau tel que Sazan et qu'elle avait besoin de tourisme de luxe. Est-ce réel? On en reparlera. Les terrains de Sazan ont été vendus dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard d'euros, dont ni la population locale ni le parlementaire n'avaient eu conscience avant que la presse ne le révèle. Par la suite, les Albanais ont commencé à surnommer Sazan l'île de Trump. Donc en Albanie, ça donne Ishuli Trumpove. Voilà, fantastique. Kushner envisage également un second site plus vaste, la bande côtière vierge de Pishporonarta, située au sein du paysage protégé du coup de Viosanarta. Cette zone abrite des espèces menacées telles que le phoque moine et les tortues marines, ainsi que plus de 200 espèces d'oiseaux, dont des flamants roses, du coup vous l'avez compris, et des pélicans. C'est donc pour ça le flamant rose. Oui, plus de 10 000 unités d'hébergement sont prévues. Voilà. Kushner a déclaré vouloir créer le complexe touristique idéal où il aimerait séjourner avec sa famille et ses amis, ajoutant que le gouvernement s'était montré très coopératif. Selon Rama, la valeur totale de ces projets pourrait atteindre 5 milliards d'euros, quelque chose qu'évidemment l'Albanie ne va absolument pas se payer. Ivanka Trump est du coup également associée au projet, vous l'avez compris. Elle a évoqué les projets qu'elle et Kushner envisageaient lors de podcasts, attirant ainsi l'attention du coup du grand public. Sa description de Sazan comme étant leur île privée a suscité la colère des Albanais. Tu m'étonnes. Le projet a fait l'objet d'un débat public. Des opposants, notamment des habitants et des organisations de défense de l'environnement, ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact environnemental potentiel du projet et ont soulevé des questions sur la propriété foncière dans la zone concernée. Les représentants du projet ont affirmé que le développement était mené en conformité avec la législation albanaise et les procédures d'urbanisme en vigueur, bien évidemment. La controverse autour du complexe touristique s'est développée dans un contexte plus large d'inquiétude publique concernant la corruption, la capture de l'État et les relations entre le pouvoir politique, les intérêts privés et les institutions publiques en Albanie. Dans son rapport de 2025, Freedom House a classé l'Albanie comme partiellement libre, soulignant que la corruption et les pots de vin demeuraient des problèmes majeurs malgré les réformes du système judiciaire. Le rapport de 2025 de la Commission européenne sur l'Albanie indiquait que le cadre institutionnel de lutte contre la corruption était en place, mais que les mesures préventives nécessitaient encore des améliorations et que la police d'État restait très vulnérable à la corruption tout en relevant les résultats positifs obtenus par le SPAC dans des affaires de corruption de haut niveau. Les commentateurs ont associé ces manifestations à des griefs plus larges concernant l'influence des oligarques, l'opacité du processus de décision publique et l'utilisation de la législation au profit d'intérêts privés ou liés au pouvoir politique. Le BIEPAG a qualifié la révolution des flamants roses de révélateur des faiblesses systématiques de l'Albanie, notamment les violences perpétrées par des agents de sécurité privés, les modifications législatives opaques et la mainmise sur le paysage médiatique. D'autres analyses ont présenté ces manifestations comme l'expression d'un mécontentement plus vaste à l'égard des élites politiques, accusées d'abuser de pouvoir et des institutions.
de capter une partie des médias et d'instrumentaliser la loi à des fins partisanes. Plusieurs affaires retentissantes de corruption et de marchés publics survenus sous le mandat de Rama ont contribué au climat général dans lequel les manifestations ont émergé. Dans le scandale des incinérateurs en Albanie, l'ancien ministre de l'Environnement, Lefter Koka, a été condamné à une peine de prison pour corruption, abus de pouvoir et blanchiment d'argent en lien avec des contrats d'incinération de déchets, tandis que l'ancien vice-premier ministre Arben Hametai a été inculpé dans la même affaire et a quitté le pays. Ce dernier a nié toute malversation. Le scandale des marchés publics impliquant l'Akshi a également alimenté les critiques plus larges concernant les contrats de l'État après l'ouverture d'une enquête par le SPAC, encore une fois, sur une manipulation présumée d'appels d'offres publics au sein de l'Agence nationale pour la société de l'information. Donc vous avez compris, c'est ça l'Akshi, une agence placée sous l'autorité du cabinet du Premier ministre et chargée de gérer d'importants contrats d'infrastructures numériques ainsi que la plateforme E-Albania. Ces manifestations se sont également déroulées dans un contexte d'inquiétude concernant le recul démocratique, la concentration des pouvoirs et une polarisation politique persistante. Le Parti socialiste, dirigé par Edi Rama, du coup, gouverne l'Albanie depuis 2013 et a remporté une quatrième élection législative consécutive en 2025. Freedom House a qualifié la vie politique albanaise de compétitive mais fortement polarisée, les partis politiques s'articulant souvent autour de figures de premier plan. Selon les analystes, la domination du Parti socialiste sous la direction de Rama et du Parti démocrate sous celle, vous l'avez compris, de Sali Berisha a laissé peu de place à des alternatives politiques crédibles et a contribué à instaurer un climat politique délétère. Dans cette optique, les manifestations traduisaient non seulement une opposition au projet de complexe touristique, mais aussi du coup une lassitude à l'égard tant du gouvernement que de l'opposition établie. Donc en gros, ils aiment aucun des deux partis politiques présents en Albanie. Les slogans Rama en prison, Berisha en prison, donc en albanais ça donne Ramanoburg, Berishanoburg, reflétaient ce rejet plus large des deux camps politiques dominants. Par ailleurs, le style de gouvernance de Rama est dénoncé par ses critiques comme étant de plus en plus marqué par une concentration du pouvoir décisionnel et une réduction de l'espace dévolu au dialogue parlementaire ou à la consultation de la société civile. Les controverses électorales survenues sous le mandat de Rama s'inscrivaient également dans la critique plus large formulée par les manifestants à l'encontre des institutions de l'État et du pouvoir politique. En 2019, le journal Bild a publié des enregistrements audio liés aux élections législatives de 2017. Ces documents contenaient des conversations impliquant des responsables socialistes et des figures locales influentes que les partis d'opposition et les critiques ont qualifiées de preuves d'achat de voix, d'intimidation et de lien entre la classe politique et le crime organisé. Le scandale du patronage, donc les patronagistes en anglais, en 2021 a suscité de nouvelles inquiétudes concernant l'utilisation de données personnelles et la surveillance des électeurs par le parti au pouvoir, après que le site lapsi.al a révélé l'existence d'une base de données présumée liée au Parti socialiste, contenant des informations personnelles ainsi que des notes sur les préférences politiques d'environ 910 000 électeurs ou résidents de Tirana. Le rapport final de l'OSCE-BIDDH sur les élections législatives de 2025 a par la suite indiqué que le scrutin avait été concurrentiel et géré de manière professionnelle, tout en soulignant que les candidats n'avaient pas bénéficié de conditions équitables et en faisant état d'allégations, j'ai du mal à prononcer ce mot, d'allégations d'intimidation, d'utilisation abusive des ressources publiques, de pression exercée sur les agents de l'État et d'achat de voix. Les inquiétudes concernant la séparation des pouvoirs se sont également accrues en 2026, après que Rama a annoncé un projet de loi visant à empêcher les tribunaux de suspendre des ministres faisant l'objet d'une enquête pénale. Selon Reuters, journal canadien il me semble, les partis d'opposition ont affirmé que cette proposition porterait atteinte à l'indépendance de la justice et protégerait les alliés de Rama, tandis que ces derniers accusaient le pouvoir judiciaire d'outrepasser ses prérogatives. Cette proposition faisait suite à des procédures pour corruption visant de hauts responsables gouvernementaux, notamment la vice-première ministre et ministre des Infrastructures, Belinda Baloukou, qui a rejeté les accusations de manipulation présumée d'appels d'offres publics. Les inquiétudes concernant la mainmise sur les médias et l'influence politique sur l'information publique ont également constitué une toile de fond aux manifestations. Le classement mondial de la liberté de la presse 2026, publié par Reporters sans frontières, a placé l'Albanie au 83e rang sur 180 pays, ce qui n'est pas incroyable, soulignant que la liberté de la presse et l'indépendance des médias étaient menacées par des conflits d'intérêts entre le monde des affaires et la sphère politique, un cadre juridique défaillant et une régulation partisane. Le rapport indiquait également que les journalistes critiques à l'égard des autorités faisaient souvent l'objet de campagnes visant à les discréditer, que l'accès aux informations détenues par l'État était difficile et que l'autocensure était généralisée. Transparency International EU a également fait part de ses préoccupations concernant la concentration de la propriété des médias de masse,
le manque de transparence à cet égard et l'indépendance des médias de service public, tout en signalant une augmentation des attaques contre les journalistes en 2025. Au début des manifestations, la mainmise sur les médias est devenue l'un des sujets soulevés par les commentateurs et les militants. Le BIEPAG a fait valoir que plusieurs grands médias avaient ignoré la couverture en direct ou diffusée de la désinformation à propos des manifestations, notamment en relayant des allégations selon lesquelles ces rassemblements étaient soutenus de l'extérieur ou motivés par des intérêts étrangers. Reporter.l, on va beaucoup en parler de ce site aussi, a également décrit l'utilisation d'images générées par intelligence artificielle et d'enregistrements issus de caméras de police pour contrer le récit des manifestants, associant cette campagne d'information à des tentatives de discréditer le mouvement. Le recours des manifestants aux réseaux sociaux, aux diffusions en direct, aux mèmes et au réseau de la diaspora a ainsi été en partie présenté comme une réponse à la méfiance envers les médias traditionnels et à l'influence perçue du gouvernement sur les diffuseurs nationaux et les principaux médias privés. Des différents auteurs concernant du coup la liberté des médias sous le gouvernement Rama ont également nourri la méfiance du mouvement de contestation envers les médias traditionnels et les discours officiels. En 2019, le gouvernement Rama a proposé des modifications à la législation albanaise sur les médias, oui, un ensemble de mesures qualifiées par ses détracteurs de paquet anti-diffamation, qui aurait permis à l'autorité des médias audiovisuels d'infliger des amendes aux médias en ligne et d'ordonner le retrait ou le blocage de contenu. Des organisations de médias albanaises et internationales ont critiqué du coup ces projets de loi, y voyant une menace pour la liberté d'expression et le journalisme en ligne forcément. Le méditateur albanais, le médiateur, ça ne veut rien dire. Enfin, si ça veut dire quelque chose, mais pas dans ce contexte-là. Le médiateur albanais a estimé que les textes ne répondaient pas aux normes internationales, tandis que la commission de Venise a par la suite relevé plusieurs lacunes et recommandé des modifications visant à protéger la liberté d'expression. Rama s'est également opposé publiquement à Reporters sans frontières au sujet des évaluations de la liberté des médias en Albanie. À la suite du recul de l'Albanie dans le classement mondial de la liberté de la presse, Rama a qualifié certaines des critiques de l'organisation de mensonges et de fantasmes. On parle quand même de Reporters sans frontières, c'est pas personne non plus. Je pense que Edi Rama a beaucoup moins de connaissances sur la liberté de la presse au final que Reporters sans frontières, enfin clairement. Et du coup, en réponse, Reporters sans frontières a critiqué la manière dont il traite les journalistes et a dénoncé les attaques politiques ainsi que les pressions exercées sur les journalistes critiques. Les habitants de Zvernets n'ont pas été informés du projet et n'ont appris que par voie de presse pour l'essentiel. Fin avril 2026, la société Zvernets South Adriatic Development a clôturé une partie de la zone côtière protégée de Zvernets Porto Novo dans le cadre des préparatifs, en s'appuyant sur un permis de construire contesté. Des habitants, comme le chef du village Kostak Konomi, ont fait valoir que la plage abritait des propriétés ancestrales revendiquées au sein de la zone cadastrale 3951. Voilà. Depuis 20 ans, les riverains sont engagés dans des litiges fonciers avec des hommes d'affaires tels qu'Artur Sheu. Reporter.l, l'antenne albanaise du coup du Balkan Investigative Reporting Network, a rapporté que la société Zvernets South Adriatic Development a été créée en août 2024 et détenue par Dutch Trust Management BV, une société fiduciaire néerlandaise, du coup, Dutch, ce qui dissimule l'identité des propriétaires réels. Par le biais d'un réseau de sociétés écrans, l'entreprise est liée au projet de l'île de Sazan, ainsi qu'aux investisseurs qataris Ramez Al-Kayat et Mohamed Al-Kayat. Le média a également indiqué que la société avait obtenu du Conseil national du territoire 2 permis de construire non rendus publics pour des complexes touristiques à Zvernets. Par la suite, des travaux préparatoires, tels que la pose de clôture et la création de voies d'accès, ont été réalisés après que des représentants de l'entreprise ont présenté aux inspecteurs un document de l'AZHT qui, selon Reporter.l, était encore en attente d'approbation officielle. Lors des manifestations de 2026, Rama a confirmé l'implication de Kouchner et de Trump, tout en précisant qu'un groupe plus large d'investisseurs et d'architectes originaires du Danemark, de France, de Grèce, du Japon et de Turquie participaient également au projet. Voilà. Nous aussi on est impliqués, ouais. Le 30 mai, des militants et des riverains ont été agressés par des agents de sécurité privés. La police était présente mais n'est pas intervenue alors qu'une manifestation était traînée à l'intérieur de la zone clôturée. Ces événements ont transformé le conflit local en manifestation de grande ampleur du coup à Tirana. Le flamant rose est devenu un symbole des manifestations, qualifié par plusieurs médias du coup de révolution des flamants roses, c'est de là vient le nom. Les flamants roses figurent parmi les espèces peuplant du coup l'écosystème protégé des zones humides de Viosanarta. Je vous l'ai déjà dit. Lors de manifestations, les protestataires brandissaient des silhouettes de flamants roses ainsi que des modèles gonflables du coup. Certaines images de protestation ont remplacé l'aigle du drapeau albanais par des flamants roses et ont substitué le bleu au fond rouge.
classique de l'Albanie, en référence à la mer et à l'écosystème des zones humides. Balkan Web a décrit le flamant rose comme un symbole de contestation citoyenne n'étant directement associé à aucun parti politique albanais existant. Le Jolly Roger de l'équipage du chapeau de paille, issu du manga One Piece, que vous connaissez probablement, a également été aperçu lors de ces manifestations. Ce drapeau a été utilisé dans d'autres mouvements de contestation menés par des jeunes à travers le monde comme un symbole de résistance à l'autorité. Et certaines sources ont qualifié ces rassemblements de manifestations de la génération Z en raison du rôle prépondérant joué par cette dernière dans leur organisation et leur symbolique. Tout ça, c'est le contexte de ces révolutions. Donc, vous avez vu que, évidemment, certes, le complexe touristique, c'est du coup de Ivanka Trump et de Jared Kushner, soutenu par et Edi Rama et Silabare, Silabareshi. Euh, c'est du coup à l'origine principale de ces manifestations, mais que au fur et à mesure, quand même, ça a englobé la corruption, la peur du manque de liberté d'expression et de liberté de la presse, notamment du coup rendu encore plus réel par Reporters sans frontières, qui a classé l'Albanie 83e sur 180. Et en plus, Edi Rama a osé du coup les confronter là-dessus en disant que c'était faux, que c'était des mensonges, que c'était des fantasmes. Euh, voilà, clairement, je pense que vous pouvez tous comprendre pourquoi les Albanais, pardon, étaient et sont toujours très en colère et étaient et sont toujours très parano de ce gouvernement qui paraît de plus en plus instable, du coup. Voilà, mais je vous propose de passer directement, du coup, au 23 mai, première manifestation des Flamands Roses. Euh, voilà, c'est parti, hein. Donc le 23 mai, des habitants et des militants écologistes se sont rassemblés près de la lagune de Narta pour protester contre l'installation de clôtures en fil de barbelés sur la plage de Pichporonarta, située du coup au sein du paysage protégé de Vieux-Sanarta. Selon reporter.al, les manifestants brandissaient des banderoles pour défendre l'environnement naturel et s'opposer à ce qu'ils qualifiaient d'accaparement de terres locales par des intérêts commerciaux liés au gouvernement. Le 30 mai, des manifestants se sont rassemblés près du site du projet à Porto Novo. Au cours de la manifestation, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et le personnel de sécurité privé présent sur les lieux. Des vidéos et des photographies publiées par les militants et journalistes albanais ont montré des altercations physiques ainsi que l'utilisation de gaz au poivre qui aurait affecté des policiers ainsi que Loretta Coletti, militante du mouvement Levizia Bashk et aussi journaliste. À la suite de cet incident, les autorités albanaises ont annoncé l'ouverture d'enquêtes sur le comportement de personnes impliquées. Le comté albanais d'Helsinki a par la suite déclaré que, selon ses observations, la manifestation avait débuté dans le calme avant de dégénérer après qu'un habitant y participant a été entraîné de force à l'intérieur du chantier clôturé par des civils ne faisant pas partie du service de sécurité privé Myrto. Le comité a réclamé une enquête approfondie sur le recours à la force par des personnes non autorisées, ainsi que sur les signalements faisant état de l'utilisation du gaz au poivre, ayant du coup affecté tant les manifestants que les policiers au final. Le 31 mai, les manifestations se sont étendues à Tirana pour la toute première fois. Les manifestants ont défilé depuis la direction de la police de l'État jusqu'au ministère de l'Intérieur, puis vers le bureau du Premier ministre, réclamant du coup que des comptes soient rendus concernant les violences des Zvernets et scandant des slogans tels que l'Albanie n'est pas à vendre et annuler le projet. Les 1er et 2 juin, des manifestations quotidiennes se sont poursuivies à Tirana pour protester contre le projet de complexe touristique du coup voilà. Les manifestants se sont rassemblés sur la place Skanderbeg et ont défilé vers le bureau du Premier ministre, s'opposant aux constructions dans des zones protégées, exigeant de la transparence sur les contrats d'aménagement et réclamant de plus en plus du coup ouvertement la démission du Premier ministre Edi Rama. Des groupes organisés ont refusé la proposition de M. Rama de rencontrer une délégation de 20 personnes, préférant poursuivre les manifestations publiques. Le 3 juin, les manifestations se sont intensifiées à Tirana. Les manifestants ont exigé la démission de Rama, critiqué le chef de l'opposition du coup Salih Berisha, et réclamé l'abrogation des modifications apportées à la loi sur les zones protégées. Selon l'agence Associated Press, des manifestants ont forcé un cordon de police et les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour disperser la foule. Voilà. Le cortège s'est également arrêté devant le siège du Parti démocrate d'Albanie pour critiquer la position du parti sur le projet, ainsi que le soutien que Berisha lui avait apporté du coup par le passé. Quelques messages hostiles à Israël sont apparus au début des manifestations, mais des sources internationales et régionales les ont qualifiés de théorie du complot, précisant qu'ils ne reflétaient pas les principales revendications du mouvement, ce qui est vrai, ce qui est à peu près vrai, on va dire, parce que bon voilà, Jared Kushner et Ivanka Trump, vous savez qu'ils sont pas complètement neutres face à Israël non plus.
Ça n'empêche que c'est pas une théorie du complot, on va pas se mentir là-dessus, hein. Donc, bref, du 4 au 7 juin, les manifestations de Tirana se sont poursuivies et le mouvement s'est étendu à d'autres villes albanaises, notamment, et là je fais une liste de plein de villes albanaises du coup, Korç, Fier, Kukës, Vlorë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Pogadec et Gjirokastër. Reuters et Al Jazeera ont rapporté que plusieurs milliers de personnes ont continué à manifester à Tirana, tout en brandissant des symboles de flammes en rose et en appelant à l'arrêt du projet. Le 8 juin, des tensions sont apparues au sein du mouvement de contestation après que des membres du Forum de la jeunesse du Parti démocrate d'Albanie ont tenté de se joindre à la manifestation de Tirana. Certains manifestants se sont opposés à leur participation, accusant le Parti démocrate de vouloir s'approprier ou diviser le mouvement. Par la suite, les organisateurs ont limité les prises de parole publiques à des représentants choisis, du coup, issus de domaines tels que les sciences ou encore l'éducation. Le 10 juin, la manifestation organisée à Tirana a pris l'ampleur d'un rassemblement national, pas comme le parti d'extrême droite français, hein, je précise, coïncidant avec le 148e anniversaire de la Ligue de Prizren. Les manifestants ont repris du coup le slogan Prizren 1878, Tirana 2026, tandis que les médias et les commentateurs soulignaient que le mouvement avait dépassé la simple opposition au projet de Zvornets pour se transformer en une contestation plus large du système politique, des principaux partis et du gouvernement Rama. On peut dire qu'il rame vraiment le gouvernement Rama, là, hein, pour le coup. Le 13 juin, des habitants de Riol, oui, Riol, ont manifesté contre un autre projet de construction de complexes touristiques. Ils ont forcé une partie de la clôture du site et pénétré dans la zone des travaux, des tensions étant signalées entre les résidents, la police et les agents de sécurité privés. Plus tard dans la journée, la manifestation de Tirana est devenue l'un des plus grands rassemblements du mouvement, marqué par une forte participation de la diaspora albanaise. Les médias internationaux ont estimé la foule entre 100 000 et 200 000 personnes, tandis que les manifestants, continuaient d'exiger la démission de Rama et des mesures contre la corruption au sein de la classe politique. Le 14 juin, des manifestants ont défilé depuis la place Skanderbeg jusqu'au bureau du Premier ministre, puis ont emprunté l'autoroute Tirana-Durrës, qu'ils ont bloquée pendant plusieurs heures avant de se diriger vers la route de Rinas et l'aéroport international de Tirana, Mère Teresa. Vers 2 heures du matin, le 15 juin, des unités de police, notamment les Chiponiats, et les forces d'intervention rapide, les FNSH, ont stoppé le cortège près de l'aéroport. Les manifestants se sont assis sur la route de Rinas pendant environ 1 heure avant de retourner vers Tirana et de se disperser au petit matin. Entre le 15 et le 19 juin, des manifestations et des marches ont eu lieu chaque soir à Tirana. Chaque soir, hein. Les manifestants ont pris à partie à plusieurs reprises tant le gouvernement que l'opposition traditionnelle. Par la suite, la police a engagé des poursuites pénales contre 19 personnes pour la marche de Rinas et contre 16 autres après l'irruption de manifestants dans la fan zone de la place Skanderbeg lors de la retransmission de matchs de la Coupe du Monde. On va en parler bientôt, je pense, de la Coupe du Monde. Le 18 juin, mais je parle quand même parisien, c'est pas possible. Bref, où suis-je? Ah, le 18 juin, des manifestants ont défilé jusqu'au Parlement alors qu'une séance plénière était en cours, ont appelé les députés à la démission et ont pris à partie le député du Parti socialiste Ardit Bido, qui a dû être escorté par la police. Le 20 juin, la 21e manifestation consécutive est devenue le plus grand rassemblement du mouvement à ce jour, j'en avais parlé tout à l'heure. Organisée sous la forme d'une mobilisation antigouvernementale d'envergure nationale à Tirana, elle a attiré des participants venus de toute l'Albanie ainsi que de la diaspora albanaise, même eux. La foule a envahi une grande partie du boulevard Döşmörettekambit, tandis que les intervenants présentaient le mouvement comme une révolte civique nationale et pacifique contre la corruption, la capture de l'État et l'ancienne classe politique. Selon les estimations des médias albanais, le rassemblement a réuni plus de 250 000 personnes, ce qui est absolument énorme pour un pays comme l'Albanie, qui est tout petit, qui a genre 2-3 millions d'habitants. Du 21 au 23 juin, la vague de contestation s'est élargie à d'autres enjeux civiques et sociaux. À Kakomé, des habitants et des émigrés ont manifesté pour dénoncer des litiges fonciers de longue date et ont démonté des sections de clôture entourant les terrains contestés. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Le 22 juin, le collectif de coordination de la contestation a présenté une plateforme en 5 points, réclamant du coup la démission de Rama, forcément, la mise en place d'un gouvernement technique apolitique pour une durée de 12 mois, apolitique, hein, un gouvernement politique apolitique, des réformes constitutionnelles et électorales, la limitation du nombre de mandats du Premier ministre, l'abrogation des lois et de projets de développement controversés, ainsi qu'un nouveau contrat social. Le 23 juin, l'Union des syndicats d'Albanie a organisé une manifestation connexe à Tirana pour revendiquer des hausses de salaire et des effectifs suffisants, ainsi que pour défendre le dialogue social, les droits syndicaux et la qualité des services publics.
Les 25 et 26 juin, des manifestants ont de nouveau lu la plateforme en 5 points et adressé une lettre officielle aux ambassadeurs et chefs de mission occidentaux accrédités en Albanie. Cette lettre présentait du coup le mouvement comme pacifique citoyen et invitait les diplomates à prendre au sérieux les revendications non négociables des manifestants. Un petit groupe de manifestants a également commencé à passer la nuit à proximité du bureau du Premier ministre, une pratique qui s'est poursuivie par intermittence au cours des jours suivants. Le 27 juin, la 28e manifestation consécutive a eu lieu sous la forme d'un nouveau rassemblement national, toujours pas le Parti français, organisé un samedi, marqué par une forte participation de la diaspora. L'eurodéputée italienne Ilaria Salis s'est jointe au mouvement, qu'elle a qualifié d'exemple de courage civique en Europe. Le 28 juin, la 29e manifestation consécutive a marqué l'entrée dans la 5e semaine de mobilisation et les manifestants ont annoncé une mobilisation nationale de plus grande ampleur pour le 4 juillet. Du coup, je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, on va pas parler de cette mobilisation là, malheureusement. Déjà parce que j'aurais pas le temps et de deux parce que encore une fois ça touche le mois de juillet et malheureusement je vois qu'on reste sur des bails qui sont passés en maximum du coup jusqu'au 30 juin ou avant juin je veux dire. Euh, Enfin voilà, je veux vraiment pas qu'on parle de juillet. Me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Je pourrais en vrai faire ça, mais ça demande un peu plus de travail. Après, c'est sûr que si on revient vraiment jusqu'à aujourd'hui, du coup, le truc c'est, ouais, jusqu'à aujourd'hui c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après parce que c'est pas fini. C'est aussi ça le problème de courir des trucs qui sont pas encore finis. Mais voilà, j'en reparlerai de toute façon dans ma vidéo résumée de l'année à la fin de l'année, du coup, enfin au début de l'année prochaine plutôt. J'en parlerai. Vous inquiétez pas, je parlerai de cette révolution. Ce sera plus court, mais du coup, vous saurez au moins comment c'est fini, ou alors si ça ne s'est jamais fini, peut-être également. C'est possible. Pardon. Enfin bref, le 29 juin, la 30e manifestation consécutive a marqué un mois de rassemblement quotidien. Plusieurs représentants politiques européens se sont joints au rassemblement où ils ont pris la parole, notamment les députés européens. Ça va être horrible de dire leur nom. Tineke Strik, Daniel Freund, Christina Guarda, Jutta Paulus et Anna Strollenberg. Par la suite, il a également été fait état d'intervention de Nicolae Stefanutse, vice-président du Parlement européen, et de Vula Tseti, coprésidente du Parti vert européen. C'est quoi ces noms? Donc leurs propos ont porté sur la démocratie, la lutte contre la corruption, la protection de l'environnement et l'avenir européen de l'Albanie. Voilà, c'est magnifique. Le 30 juin, des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement albanais alors qu'une séance plénière était en cours encore une fois. Ils ont reproché au Parlement de ne pas représenter les citoyens et ont exigé la démission de Rama et de son gouvernement encore une fois. La manifestation a donné lieu à des actions symboliques visant les députés et les véhicules officiels. La tension est montée d'un cran lorsque des œufs ont été lancés sur des responsables socialistes et leurs véhicules, un peu comme il arrive à Macron et à Zemmour. Plusieurs manifestants ont été conduits au poste de police à la suite d'affrontements physiques avec les forces de l'ordre. Euh, Agron Shehai, chef du parti Opportunity, et le député Hérald Capri se sont rendus à la direction de la police de Tirana, puis dans différents commissariats pour obtenir des informations sur les personnes interpellées. Selon M. Shehai, 6 manifestants avaient été emmenés ou placés en détention. Balkan Web a par la suite rapporté que ces 6 personnes avaient été relâchées après plusieurs heures. Plus tard dans la soirée, la 31e manifestation régulière a repris sur la place Skanderbeg et devant le bureau du Premier ministre. Voilà, ça c'est l'habitude, hein, Skanderbeg et le bureau du Premier ministre. Les manifestants ont de nouveau défilé dans Tirana, ciblant à la fois le gouvernement et l'ancienne opposition, et ont lancé un rassemblement devant le SPAC pour le lendemain. Ce rassemblement devant le SPAC, encore une fois, c'était du coup le 1er juillet, on ne va pas en parler encore une fois, j'en parlerai dans ma vidéo résumée, vous inquiétez pas. Le rassemblement devant le SPAC du 1er juillet et l'autre mouvement, le 4 juillet, j'en parlerai très probablement dans ma vidéo résumé, sauf qu'il y a d'autres trucs plus importants qui se passent entre temps. Hein. La révolution va probablement continuer encore. Enfin, révolution entre guillemets, bien sûr, c'est pas une vraie révolution, vous avez compris. Il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de meurtre, il y a juste eu du gaz au poivre. Ça passe. Enfin, c'est pas une vraie révolution, c'est une manifestation, mais voilà. Elle se fait surnommer Révolution des Flammes Roses sur les réseaux sociaux. C'est possible que vous ayez vu des fake news concernant cette révolution sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, j'en ai vu énormément. J'ai vu beaucoup de gens dire que ce qui s'était passé grosso modo, c'était que Israël avait acheté toute la côte albanaise de Viosonarta, y compris du coup Zvernots, 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 y compris du coup Zvernots et l'île de Sazan. Beaucoup de gens ont dit que c'était, enfin j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur des réels Instagram, qui ont dit
que c'était Israël qui avait acheté ça. Alors déjà, ça n'a pas été acheté à proprement parler, même si Ivanka Trump a dit que c'était leur île privée, c'est pas le cas. Enfin, clairement, ce territoire appartient encore à l'Albanie, c'est juste qu'il a été acheté entre guillemets par Ivanka Trump et Jared Kushner, qui ne représente pas l'entièreté des États-Unis eux-mêmes et qui ne représente absolument pas Israël. Je ne sais pas ce qu'Israël vient faire là-dedans. Alors évidemment, il y a eu des manifestations anti-Israël en Albanie, ce qui est plutôt logique parce que du coup, enfin voilà, c'est une occasion en or en Albanie du coup de proclamer sa haine à Israël. Enfin clairement, là c'est la faute du coup du gouvernement américain au final, hein, tout ça. Enfin non, non, c'est la faute du gouvernement albanais. On peut pas se mentir là-dessus. C'est 100% la faute du premier ministre Edi Rama, toutes ces manifestations, mais ça aurait pas eu lieu sans si le gouvernement américain avait dit non au petit chéri de Trump, Ivanka et Jared Kushner. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que oui, le gouvernement américain est un peu impliqué et que donc, par extension, pourrait dire que potentiellement, Israël a quelque chose à voir là-dedans. Mais ça, pour le coup, c'est une théorie du complot, je pense. Enfin, c'est là où les médias internationaux ont un petit peu raison, c'est que oui, de dire que par extension, vu que le gouvernement américain est techniquement un tout petit peu impliqué dans cette histoire de révolution des flamants roses, alors Israël est aussi impliqué. C'est pas une théorie du complot, mais c'est juste c'est un peu tiré par les cheveux. C'est poussé un peu à l'extrême. Je pense qu'Israël n'a vraiment rien à voir là-dedans. Je pense qu'ils s'en foutent. Cependant, oui, le gouvernement américain, je pense que s'il voulait arrêter ça, il pourrait juste dire à Jared Kushner, et là tu te calmes, par contre, l'Albanie c'est nos alliés, tu les laisses tranquilles. Parce que plus c'est vrai, l'Albanie et les États-Unis, normalement, sont des pays alliés. Donc, si le peuple d'un des pays n'est pas d'accord pour que des gens random de l'autre pays allié achètent de ces terres, ben alors le pays allié en question, donc ici les États-Unis, devrait juste dire ah ok, ben calmez-vous les deux personnes là, vous servez à rien, de toute façon personne vous connaît, personne vous aime, barrez-vous de l'île de Sazan et du Vioso Natar, je m'en rappelle plus. C'est trop compliqué le nom en Albanie, ça m'énerve. Bref, tout ça pour dire que qui blâmer pour cette révolution? Edi Rama, donc le premier ministre de l'Albanie, juste le gouvernement albanais en général. J'irais même jusqu'à dire les politiques albanais en général, parce que vous avez vu également que du coup, Sali Berisha, c'est pas du tout ça son nom. Sali Berashi, c'est mieux. Euh, du coup, est aussi impliqué alors que c'est le dirigeant de l'opposition. Donc, en gros, tous les politiques en Albanie sont d'accord sur le fait qu'il faut absolument donner ces 5 milliards d'euros au Trump, au Kushner. Voilà, donc c'est la faute des politiques albanais, mais c'est aussi un petit peu de la faute du gouvernement américain. Je vais pas blâmer. En ça, je peux pas vraiment dire que je blâme Ivanka Trump et Jared Kushner personnellement. Parce qu'ils ont dit au gouvernement albanais, est-ce que ça vous tente que... Enfin, est-ce que ça vous dit qu'on achète l'île de Sazan, qu'elle nous appartienne, qu'on soit les propriétaires, et qu'on en fasse un complexe de tourisme de luxe, et du coup aussi par exemple toute la côte du Vioso, je sais pas quoi là. Euh, et du coup, premier erreur, forcément, Eddie Rama a dit oui de suite. Il s'est écrasé, mais vraiment, il est tombé à plat sous absolument aucune pression. Enfin, si, la pression de Donald Trump, du coup, mais enfin voilà. C'est aussi ça, du coup, que je blâme au gouvernement américain, c'est que, au bout d'un moment, tu vois que le peuple il est pas content, tu vois que c'est une énorme révolution, ben, au bout d'un moment, t'arrêtes. Enfin, je veux bien que peut-être Jared Kushner et Ivanka Trump ils sont pas très intelligents, ils regardent pas ce qui se passe en Albanie, mais le gouvernement américain, il y a au moins une personne dans le gouvernement américain qui sait ce qui est en train de se passer là-bas. Peut-être que Trump, lui, s'en bat les couilles, mais je pense qu'il y a au moins une personne, je sais pas, c'est le ministre de je sais pas comme mon cul, quelqu'un le sait, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et évidemment, le gouvernement américain s'en fout de l'Albanie, ne fera jamais rien pour arrêter ces manifestations, c'est logique. Mais si c'était n'importe quel autre pays, mais franchement, si c'était des riches milliardaires du Canada qui avaient fait ça, je pense que le gouvernement canadien leur aurait demandé de lâcher, d'abandonner l'achat parce que ça crée trop de problèmes en Albanie. Et le Canada et l'Albanie, oula, c'était pas voulu. Et le Canada et l'Albanie sont alliés, mais sont vraiment alliés, pas comme les États-Unis qui font semblant d'être alliés à l'Albanie, alors qu'en fait, ils s'en foutent, personne sait ce que c'est ce pays, même Trump, il sait pas ce que c'est ce pays, donc au bout d'un moment, voilà. Euh, voilà. Je termine par ça. C'est tout ce que j'avais à dire sur la révolution des flamants roses. C'est pas vrai, c'est pas tout ce que j'avais à dire, parce qu'il y a une deuxième partie qui arrive dans la semaine prochaine. By the way, je tourne cette vidéo le 9 juillet, le jeudi 9 juillet, et normalement, elle sort le 12. Je vais la programmer pour le 12 à 14h, on va dire. Normalement, c'est après à cette heure-là qu'elle sort.
Et du coup, dimanche prochain, peut-être pas dimanche, je sais pas, peut-être plutôt lundi, mais en tout cas dans une semaine ou un peu plus d'une semaine, vous aurez la suite de cette histoire. Enfin, ça se termine quand même pas sur un cliffhanger. Là, franchement, on pourrait terminer la vidéo là et ce serait bon. Mais j'ai quand même envie de vous raconter un peu ce qui se passe après à l'international parce que je trouve ça ultra intéressant. En fait, on pourrait croire que c'est quelque chose qui a touché que l'Albanie et que les autres pays s'en foutent, mais c'est pas vrai. Même les États-Unis ne s'en foutent pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de pays qui ont donné leurs avis, il y a plein de célébrités qui ont donné leurs avis, et j'ai vraiment envie de faire une petite analyse de tout ça, de ce que tous les pays du monde entier pensent, de ce que des personnalités connues ou pas forcément. Moi, plus de la moitié des personnes sur la liste, je les connaissais pas du tout. Enfin, c'est les célébrités albanaises après, hein. Mais voilà, de voir un peu du coup ce que c'est les réactions à cette révolution-là, enfin ces manifestations plutôt. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais que mes vidéos résumées des mois précédents, en général, ça marche pas très bien, probablement parce que c'est pas un format ultra intéressant. Je veux bien concevoir que moi qui lis mes notes sur mon téléphone et qui vous raconte ça d'une voix incroyablement monotone, c'est pas fou. Mais c'est vrai que je sais pas raconter des histoires, mais j'aime bien le faire. Voilà. J'aime bien faire ce genre de vidéos, j'aime bien vous apprendre des choses. C'est ce que j'aime faire sur cette chaîne. Et et ouais, voilà, c'est tout. Là, enfin, pardonnez-moi, j'ai quand même écrit 42 pages de texte rien que pour cette vidéo que personne ne va regarder. Et je le sais très bien que personne ne va la regarder. Mais c'est pas grave, j'ai écrit tout ça quand même. Donc voilà, j'espère que vous appréciez au moins mes efforts, que vous appréciez au moins le travail que j'ai passé pour écrire ça. Non, en vrai, ça va. Ça m'a pris moins de temps que je pensais de l'écrire en vrai, cette vidéo. Probablement surtout parce que je me suis dit, pendant que je suis en train d'écrire, que ce serait mieux si on faisait en deux parties parce que j'avais pas du tout la foi de, de tout faire en une seule vidéo. Ça aurait été beaucoup trop long, je pense. Peut-être que la deuxième partie sera un peu plus courte, du coup. Peut-être qu'elle fera genre que 20-30 minutes. Mais franchement, c'est pas grave. En une seule vidéo, ça aurait été trop long. Là, en plus, j'ai vraiment pas le temps. Je pars demain, s'il vous plaît. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou bonne nuit, ou bon appétit, ou bonne journée en général, ou bonne nuit peut-être si vous allez vous coucher. Je vous déconseille quand même de regarder ça juste avant d'aller vous coucher, c'est un peu chiant. Donc après, si ça peut vous aider à vous endormir, pourquoi pas, hein. Oui, voilà. À la semaine prochaine. J'espère vous y voir. Sinon, je vous défonce. C'est pas vrai. Et bye les papayes.